Donc, deuxième focus sur les métiers de la souscription des risques non standards. Donc là, on a 440 embauches, 59 de postes cadres, 39% des entrées à Bac plus 2, à Bac plus 2, 3 et 52% à Bac plus 5. Et là, de la même manière, un nombre d'alternants dans les recrutements qui augmente de 30% entre 2020 et 2021. Donc supérieur à tout métier confondu, qui est à plus 23%. On a un indice de tension qui est égal à 53%, qui est supérieur à celui de la vente sédentaire. Alors pourquoi le comparer à la vente sédentaire? C'est la vente de contrats standards, par opposition au non standard. Donc là, on voit que la hiérarchie est entre guillemets rétablie, alors que dans l'indemnisation, elle était inversée. Et puis des situations par région assez différentes là pour le coup, avec toujours Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France en tension, mais Nouvelle-Aquitaine beaucoup moins, et Pays de Loire quasiment, enfin des valeurs qui n'ont pas de signification. Donc là il y a des contrastes, mais qui peuvent être liés à des concentrations différentes de souscripteurs complexes suivant les territoires. Une précision qui me paraît importante. On a beau avoir 45 métiers dans une nomenclature, chaque nomenclature, chaque métier agrège quand même des catégories relativement différentes et qui peuvent être relativement hétérogènes. La frontière entre la vente sédentaire et puis la souscription, on voit bien qu'il y a des zones de recouvrement. En revanche, ce qui est très clair, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que pour un segment de la souscription non standard et vente d'affaires qui correspond vraiment aux affaires qui réclament le plus de technicité, de tous les métiers que l'on a eu à balayer, c'est vraiment celui dans le groupe de travail à titre personnel dont on a eu le sentiment que la situation était grave. C'est-à-dire grave au sens qu'on ne trouvait pas, grave au sens qu'il y avait une sorte d'emballement et de concurrence peut-être déraisonnable, voilà, je peux relier à sourire, déraisonnable entre compétiteurs, donnant lieu à une surenchère qui n'était pas, enfin je dirais, qui commence à poser véritablement, qui va poser véritablement problème. Et encore une fois, c'est vraiment le métier où le warning dans nos groupes de travail s'est allumé le plus fortement. Voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire que les autres, la situation est tranquille, mais là, ça prenait des tours qu'on a, enfin, à titre personnel, que je trouvais un peu pathologiques, si je peux employer le terme. Voilà pour le tableau sur la souscription. Merci Michel. Est-ce que vous voulez apporter davantage de précision sur le contour des postes qui correspondent à ce métier de souscription? Sur la souscription, ce qui pour nous, on le voit sur deux typologies, parce que on a la gestion de la production avec des risques non standards, et donc on va avoir des gestionnaires, analystes, négociateurs sur ce type de poste. Et on a d'autre part les souscripteurs qui sont vraiment en lien avec les courtiers. Donc il y a cette double approche avec des problématiques qui ne sont pas nécessairement les mêmes, et surtout pas le même effectif de collaborateurs. Chez nous, en tout cas, la partie souscripteur pur a beaucoup progressé en 2021, et donc ça a frotté sur des embauches avec des délais de recrutement assez longs. Je rebondis juste sur la partie alternance, parce qu'on voit une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir dans le sens où je relève ce qu'Aurélia a dit tout à l'heure sur la partie pour faire une opposition au métier en tension d'avant, donc gestionnaire, sinistre. Là, on peut chercher de l'alternance jusqu'à Bac plus 5. Et alors que sur l'autre typologie de poste, on va trouver de l'alternance, mais les personnes souhaitent pour la plupart continuer après. On leur a donné goût au travail, tant mieux, mais ils ont envie de continuer, et de ce fait, il faut les réorienter sur d'autres postes.
là, on peut déjà travailler avec de l'alternance à Bac+1, ce qui prépare aussi l'avenir. Et puis y avoir aussi des périodes de tuilage, ce qui permet aussi de la passation de compétences et puis d'avancer plus confortablement, je dirais, à ce niveau-là. Oui, parce que c'est un métier qui est très technique. Je me souviens, enfin, pour bien situer l'importance du métier, d'une réunion, d'une conférence qui était donnée ici même par l'Association internationale des souscripteurs de Paris, qui a son siège d'ailleurs au 26 boulevard Haussmann. Et un des souscripteurs me disait, quand je signe un contrat d'assurance, donc j'engage ma compagnie d'assurance, et ma signature, elle peut peser 100, 200, 300 millions d'euros. C'est ça le prix de ma signature, le prix de l'engagement. Donc on imagine derrière la technicité qu'il faut par rapport aux enjeux extrêmement importants qui sont engagés par ce travail de souscription. Alors bien évidemment, il n'y a pas que des affaires à 100, 200, 300 millions d'euros, bien évidemment. Donc il y a toute une gradation à la fois en termes de complexité, et puis dans les domaines, il y a beaucoup de variabilité entre la souscription sur les marchés où se positionne la Matmut, ou la SMA plutôt dans le domaine du BTP historiquement, ou la MACSF. Enfin, on voit bien que ce sont autant de territoires, et on n'est pas exhaustif, différents sur lesquels on a besoin de spécialistes et de techniciens. Et puis du coup, nous, côté MACSF, c'est vrai qu'on était peu concernés par cette sensation de tension parce que c'est une filière qui est pourvue dans le cadre de la mobilité interne chez nous. Donc, Alors, justement, j'avais une question de Laurent, Laurent M, donc je suppose savoir qui c'est. Est-ce que les métiers en tension de recrutement... non, pardon, ce n'est pas la bonne question. Est-ce que... non, pardon, c'était plus Laurent, c'était Marie. Les entreprises font-elles des immersions pour les profils en reconversion sur des métiers techniques, par exemple ? En interne ? Oui, parce que comme vous parliez justement de mobilité, est-ce que la mobilité n'est pas aussi un moyen de suppléer ces difficultés, ces tensions de recrutement ? Oui. Nous, c'est vrai que sur les dispositifs que l'on peut imaginer, en tout cas pour pallier ces difficultés, effectivement, la mobilité interne, le renforcement de cette mobilité en fait partie. Donc là, il y a plein de choses à mettre en place. Effectivement, des immersions soit à la demande des collaborateurs, soit alors impulsées par l'entreprise en fonction de ses besoins de recrutement. Et on est effectivement en train de travailler sur ce type de dispositif. Après, au niveau de la souscription, nous, on développe aussi des risques pas standards comme le cyber, la caution. Donc c'est vraiment une expertise. Pour le coup, on va aller la rechercher à l'extérieur pour avancer sur ces sujets. Donc là, c'est pour des métiers vraiment très spécifiques. De manière plus générale, les tensions sur le marché sont une grande opportunité pour la mobilité interne, puisque ça pousse à revoir un petit peu les exigences, à laisser tomber le mouton à 5 pattes qui nous était demandé de rechercher avant. Et donc, moi, je le vois vraiment comme une opportunité, et le fait qu'on aille plus en amont, et par contre, on a besoin de formation, d'accompagnement des compétences derrière. C'est un signe fort pour l'ensemble des collaborateurs dans une entreprise. Inciter à la mobilité, c'est fidéliser aussi, c'est donner une dynamique, c'est pouvoir se donner la possibilité d'un parcours professionnel au sein même d'une entité. Donc ça, c'est quelque chose à développer et à optimiser le plus possible aujourd'hui, surtout vu le contexte. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on parle beaucoup plus de parcours professionnel que de carrière. Le terme est devenu un peu désuet. Oui, j'ai une question. Alors, j'ai vu une main se lever là-bas. On va vous donner un micro, sinon on ne vous entendra pas à distance. Donc Laurent M. D'accord. Je pensais à un autre Laurent qui me était permet de faire côté de la rue les d'Aumale, questions des deux bon. côtés. Je voulais rebondir parce que je n'arrivais pas à la formuler par écrit. La question sur la mobilité, elle était un peu trop complexe. Vous avez présenté la mobilité comme une réponse à la difficulté de recrutement. Aujourd'hui, avec les réflexions sur les parcours et la GPEC, on l'envisage aussi comme un élément de gestion RH, et on identifie donc, la plupart des employeurs identifient des métiers d'entrée et des métiers qui sont plus internes. J'imagine que les réflexions ne sont pas forcément toutes les mêmes, et en tout cas dans le temps, on est en train d'affiner notre position là-dessus.
Ce qui fait que la vision recrutement externe est un peu tronquée, ou en tout cas déformée. Et comment vous appréciez cette déformation ? Il faut la voir comme un atout, parce que il faut pas. Moi, je pense, mais on en avait déjà, il me semble, parlé, de ne pas avoir dans le recrutement uniquement un poste, enfin une personne pour un poste à un instant T. Il faut aussi y voir un potentiel évolutif, voir comment on pourrait accompagner la personne, quelles seraient ses passerelles vers d'autres métiers, pour justement pouvoir l'attirer d'une part, par rapport à ces éléments-là, mais aussi servir l'entreprise par rapport à des difficultés de recrutement sur lesquelles, que l'on vit aujourd'hui en tout cas. Et du coup, alors, question complémentaire, est-ce que vous avez identifié des passerelles de mobilité, des chemins plus particulièrement parcourus, des proximités de métiers ? On a des passerelles d'évolution, qu'elles soient dans un même domaine d'activité ou entre différents domaines d'activité. L'indemnisation, la souscription, il y a des passerelles. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a une approche qui va beaucoup plus vers les soft skills, vers les capacités d'adaptation et d'apprentissage des collaborateurs. Et si la personne démontre certaines capacités, on va petit à petit l'accompagner pour aller vers un poste ou un autre. Maintenant, ce qu'il faut, c'est travailler sur la visibilité de ces passerelles, parce que pour les collaborateurs comme pour les étudiants, ça reste encore quelque chose de très opaque, obscur. Et les rassurer avec de la formation, de l'accompagnement avec la formation aussi, sur de la technicité. Parce qu'effectivement, si on se base sur des soft skills, les parcours peuvent être riches. Et puis après, on apprend aussi un métier. J'en profite pour faire un peu de publicité sur notre nomenclature des métiers, telle qu'elle est en ligne sur notre site internet. Lorsque vous allez dans le détail des fiches métiers, vous avez tout un tas de rubriques qui expliquent la mission, la valeur ajoutée, les profils de compétences. Et vous avez toute une partie aussi sur les voies d'accès au métier, alors que ce soit par la formation initiale ou par un parcours interne de mobilité. Alors mobilité entrante vers ce métier-là ou mobilité sortante de ce métier-là vers un autre métier. Donc pour l'instant, on l'a fait, parce que la nomenclature, on l'a renouvelée fin 2020. On l'a fait à dire d'experts et d'expertes, donc sur ce que vous recensiez principalement. Et puis dès qu'on va avoir un petit peu plus de recul, on va pouvoir faire mouliner notre base de données pour regarder en termes de traçabilité des individus, toujours dans le respect de leur anonymat, quelles sont la réalité des parcours réalisés par les uns les autres, en volume et en qualité. Vous vouliez compléter votre question initiale, il m'a semblé, non ? Non. Bon. Il y avait une autre question ici. Franck Dalloz. Finalement, en parlant de mobilité et soft skills, vous avez commencé à répondre à la question, mais alors je vais la poser de manière beaucoup plus globale. Mon idée, c'est, vous avez beaucoup parlé de recrutement à Bac+2 jusqu'à Bac+5, sans préciser finalement dans quelle filière. Alors je peux imaginer que c'est la filière assurance ou juridique. Et ma question va justement sur pourquoi ne pas aller au-delà de filières qui peuvent finalement ne plus être en capacité de fournir de nouveaux salariés. Et est-ce que vous seriez prêt justement, dans un point de vue aussi sociétal, de chercher des profils plutôt sur la question des compétences ou des soft skills et de faire, on a beaucoup parlé ici à l'OEMA de la FEST. Est-ce que vous seriez prêt finalement à faire des formations internes, à aller chercher des gens sur des compétences, des soft skills et de les former en interne voilà. Ne pars pas avant la fin de la conférence, parce que je pense que c'est des sujets qu'on va aborder peut-être davantage dans la table ronde, dans les tables rondes suivantes, effectivement. Alors. Mais si vous avez des éléments à donner, répondez bien évidemment. C'est pas qu'on compte le faire, c'est qu'on a entamé. On a commencé à le faire parce que le marché est ce qu'il est. Et qu'effectivement, au vu de cette volonté de répondre à des besoins internes rapidement, c'est de pouvoir aussi offrir une formation sur mesure à la personne lorsqu'elle arrive. Alors ça dépend des métiers. Il y a des métiers évidemment où la technicité, on ne peut pas, on peut pas l'improviser, on ne peut pas l'apprendre en peu de temps. Alors je ne dis pas que certains... c'est un apprentissage long terme et petit à petit, mais avec un réaccompagnement. Et on va chercher, par exemple, je pense aux gestionnaires sinistres, des personnes qui ont l'appétence ou l'expérience sur la relation client
et les soft skills adéquates par rapport à cette typologie de métier. Et on va les accompagner, on va faire des formations sur mesure ensuite, pour pouvoir justement atteindre un niveau technique qui soit en phase avec les attentes de l'ensemble du service. Idem chez nous, effectivement, ça veut dire qu'en interne, il faut développer l'offre de formation. Donc sur la relation client, le domaine des sinistres, c'est assez accessible. Après, ça demande aussi, et notamment je pensais aux populations commerciales, avec cette notion de capacité professionnelle aussi, DDA, où on a un besoin de certification spécifique. Donc oui, on va rechercher des profils hors assurance, puisqu'on n'a pas assez finalement de compétences sur notre marché par rapport à l'ensemble de nos besoins. Donc il faut la créer peut-être. Et ça demande en tout cas de créer du dispositif peut-être aussi certifiant, d'approfondir, d'investir aussi beaucoup plus sur la formation interne. Et un accompagnement du coup différenciant de la part des managers. Aussi, ouais. On est vraiment effectivement sur les sujets pointés. Ça fait déjà la transition pour les tables rondes à suivre. Je pense en particulier à la dernière table ronde. Une autre question. Oui, René. Oui, donc René Paulet, GPSA. J'avais une question. Là, on a pas mal parlé des jeunes salariés, mais comment vous gérez les vieux salariés ? Il n'y a pas de vieux. Il y a des jeunes avec beaucoup d'expérience. Au niveau, en tout cas, si on parle recrutement, on ne se ferme pas de porte. C'est-à-dire qu'au contraire, l'éclectisme, une palette variée de typologies de candidats qui entrent dans une entreprise est une richesse. Donc justement, on parle de soft skills, on revoit aussi nos critères d'entrée sur tout type de profil. Et effectivement, on a beaucoup de seniors qui sont arrivés et qui, au contraire, ont apporté aussi une nouvelle vision. Et puis, il y a une projection qui est intéressante parce que, en termes de pérennisation dans le poste, elle va être beaucoup plus forte. Donc, c'est un véritable atout, effectivement, d'aller chercher ce type de profil aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me rejoignez. Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est pas. On va vraiment se focaliser sur la compétence. Là, on a des besoins à pourvoir. Il y aura une ouverture. Enfin, il y a pas de. Alors après, en plus, senior, on Oui, met la barre, pas toujours le curseur au même endroit, mais lors des derniers états stats que nous avions faits, nous avions un bon taux de recrutement aussi de seniors. Donc, alors, on ne fait pas un recrutement en fonction de l'âge, donc on était plutôt satisfait de se rendre compte que le taux était positif. Après, je pense que ça reste intéressant de se poser la question des seniors, mais pas tant à l'embauche, mais dans l'entreprise, dans le cadre de la mobilité, parce que il est possible par moment qu'il y ait des freins liés à la rémunération, des freins liés à des craintes que l'on peut avoir par rapport à l'adaptabilité des seniors. Or, pour avoir reçu un certain nombre de collaborateurs, je trouve que ces craintes ne sont absolument pas justifiées. Justement, voilà, 3 chiffres là, par rapport à la vente itinérante dont on a dit que c'était le métier qui était le plus en tension. Par rapport à l'âge, et on l'avait publié dans l'étude du ROMA qui est sortie à la mi-octobre, on a 50% des recrutements qui s'opèrent entre 27 et 40 ans. Alors on n'est pas encore, je ne sais pas si c'est 40 ans, si c'est senior ou pas, c'est un jeune senior. Mais ça veut dire surtout que, on essaye de gratter un peu, oui. J'ai fait ça au début, puis bon, maintenant je me suis fait à l'idée. Mais ça veut dire que 25% des recrutements s'opèrent au-delà de 40 ans, sur de la vente itinérante, et seulement 25% entre 18 et 27 ans. Donc voilà, il y a une plage de recrutement qui est très étendue. Alors plus ou moins étendu selon les métiers, mais on a certains aussi auxquels on accède davantage avec une expérience antérieure. Mesdames, on va vous remercier.